Bonjour à tous. Donc, je remercie, je suis Philippe Griot, donc je suis anesthésiste à la clinique Juge à Marseille. Donc, je travaille dans une structure orthopédique privée et avec un gros débit. Et donc, on m'a demandé de parler des cathéters périnerveux ou pas de cathéter, les vraies raisons ou les simples faiblesses. Et première chose, je pense qu'il faut, quand on s'inscrit dans un besoin de stratégie analgésique optimale et de prolonger nos anesthésies locales, il faut absolument se baser sur des datas. Sur des datas et non plus sur des jugements qui sont faits par l'anesthésiste qui considère, sans preuve, que l'anesthésie loco-régionale est suffisante pour son patient. Et donc, je pense qu'il faut s'inscrire, il faut remettre le patient au centre des débats. Et il faut passer d'un avis d'expert à un résultat, à un traitement optimal qui réponde aux attentes vraiment des patients. Et pour cela, nous, on avait c'était il y a 10-15 ans, on avait eu 3 options. Premièrement, c'était l'option de l'infiltration périarticulaire, qui nous a été vendu par nos chirurgiens. On arrivait à l'heure de l'ambulatoire, de la RAC, des chirurgies mini-invasives, et on nous a dit l'infiltration périarticulaire, ça y est, c'est le Graal, on n'aura plus besoin d'anesthésie loco-régionale. Donc, je vous ai mis à droite, vous avez une diapositive qui montre une chirurgie prothétique de genou avec, vous pouvez voir la technique de référence. Et à gauche, donc c'était valable que pour le genou. Et quand on a essayé de faire ça au niveau de l'épaule, par exemple, pour la chirurgie de la coiffe des rotateurs, et bien vous apercevez que vous pouvez avoir une nécrose du cartilage. Et donc ce patient qui a été opéré d'une coiffe des rotateurs, c'était pas chez nous, a fini avec une prothèse d'épaule. Donc l'infiltration périarticulaire est valable, peut-être valable pour certaines articulations, en tout cas pour le genou. Et maintenant, voyons la durée, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est la prolongation de l'anesthésie loco-régionale. D'accord ? Et quand on regarde la durée exacte, c'est-à-dire que là, c'est dans une étude de Substein qui comparait une infiltration périarticulaire à des moteurs sparring block que nous a présenté Arthur tout à l'heure. Et on nous montre que finalement, la durée de ces blocs, c'est 5 heures. 5 heures, allez, vous rajoutez de l'adrénaline, du kétorolac qui n'est pas disponible chez nous, plus de la morphine, eh ben, on arrive à 10 heures maximum. Donc la question, c'était, on avait des patients, donc on pouvait faire sortir, c'est sûr, mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Donc on s'est posé la question, après est arrivée l'heure de la magic bullet, qui était la dexaméthasone. La dexaméthasone, donc on a regardé, donc là je vous ai pris l'étude d'Olivier Rontes et de Philippe Marty, qui montrait que finalement la dexaméthasone, vous avez beau le tourner, c'est 400 minutes de plus, c'est 3 à 6 heures de plus sur votre bloc, mais vous atteignez pas les 24 heures. Alors, je vous ai juste pris ce papier qui est intéressant de Patricia Lavandome, qui montrait, moi aussi je suis tout à fait d'accord avec les histoires de rebound pain, et donc dans la levée dès que l'anesthésie loco-régionale se lève, c'est-à-dire qu'au bout de 600 minutes, c'est-à-dire de 10 heures, eh ben vous avez une disparition complètement de votre anesthésie locale et que la dexaméthasone permet de diminuer. Mais vous avez encore 25% des cas de patients qui ont des EVA supérieurs à 7. Et nous reste la troisième solution, qui est la solution du cathéter périnerveux. Et donc, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut arrêter d'enterrer ces cathéters et que c'est la seule technique qui permet de prolonger efficacement vos blocs. Quand on compare une injection unique à des cathéters continus, ça c'est dans la chirurgie majeure d'épaule, on s'aperçoit que la durée est supérieure à 72 heures. Maintenant, donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va repasser le patient au centre de tout ça, et donc on a décidé de faire une étude
comparant deux bundles of care et remettre le patient et le vécu du patient et la satisfaction du patient au centre de la prise en charge et comme objectif principal. Et donc, on a comparé deux bundles of care. On a comparé un groupe qui avait des cathéters, une anesthésie loco-régionale continue, et un groupe qui avait des injections uniques avec de la dexaméthasone. Donc, c'était une étude qui était réalisée dans plusieurs centres. Vous aviez des centres privés, vous aviez des CHU, et donc c'était en multicentrique. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la première chose, c'est que dans la population la plus fréquente de nos patients, chez les patients qui sont non catastrophiques, vous avez une amélioration du vécu de votre patient. C'est-à-dire du fait de la prise en charge de la douleur. C'est-à-dire que les cathéters, l'anesthésie loco-régionale continue, permet d'améliorer le vécu de vos patients. Chose qu'on ne retrouvait pas dans la population des patients non catastrophistes. Pourquoi? Parce que probablement, c'est des patients, vous avez beau leur faire quoi, que le problème est ailleurs, et vous avez beau leur faire tout ce que vous voulez, une stratégie analgésique optimale, vous ne retrouvez pas ces différences, et même le cathéter pouvait dégrader la prise en charge. Quand on regarde la stratégie analgésique, on regarde que les différences en termes d'optimisation de l'analgésie était majeur. C'était autour de 2 pour les EN supérieurs, donc à 2, et à 5 pour l'injection unique. Et on a eu 2 patients qui sont revenus dans le groupe injection unique, qui sont revenus pour des douleurs et qui ont bénéficié d'une anesthésie loco-régionale continue. Et quand on regarde la consommation cumulée d'opioïdes, on s'aperçoit que vous avez des différences avec une épargne morphinique de l'ordre de 38,6 mg, donc on est presque à 40 mg de morphine, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Quand on regarde après, on nous a dit, oui, mais vous comprenez, les cathéters ne permettent pas la réhabilitation. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé, on a mis des traceurs d'activité chez ces patients, et on s'est aperçu que les cathéters périnerveux permettent d'augmenter l'activité. L'activité était supérieure chez les patients qui avaient des cathéters périnerveux et ils étaient supérieurs de l'ordre de 2 heures. Donc on ne peut pas dire que les cathéters périnerveux limitent en fait l'activité de nos patients. Donc maintenant, si on regarde les mauvaises raisons, donc avant de regarder les mauvaises raisons, j'avais juste repris les indications de l'anesthésie loco-régionale continue et toujours se baser sur le bénéfice-risque. Et donc ça, c'est Gavé Capdevila qui avait fait ce travail et qui avait montré, qui avait repris toutes les études randomisées, contrôlées sur les bonnes indications. Donc vous avez la chirurgie de l'épaule avec la chirurgie prothétique de l'épaule et la grosse chirurgie de la coiffe des rotateurs, où le cathéter interscalanique est supérieur à l'injection unique. Vous avez également la chirurgie du coude, donc avec tout ce qui est arthroplastie de coude, où nous on s'en sert également pour tout ce qui est chirurgie lourde du coude, où vous avez besoin d'une rééducation rapide, donc on met des cathéters infraclaviculaires. Et maintenant, alors pour la prothèse de genou, donc nous on met des cathéters fémoraux. Voilà, on met des cathéters fémoraux encore, et parce que c'est la technique analgésique la plus efficace. Olivier Rontresse l'a bien montré. Et quand on compare des blocs proximaux et des blocs distaux, l'analgésie est meilleure dans les blocs proximaux, ce qui se comprend bien sûr anatomiquement. Et donc encore pour la dernière indication, étayée par des essais randomisés, prospectifs, vous aviez la chirurgie de la cheville, tout ce qui est arthrodèse de cheville, etc., qui peuvent bénéficier de ce type de prise en charge. Alors maintenant, pourquoi le cathéter a disparu? Pourquoi finalement la balance a penché plutôt du mauvais côté? Je pense que c'est premièrement dû à un problème d'implémentation de l'anesthésie loco-régionale. Ça, c'était un article qui avait été publié, un édito qui a été publié, où il mettait en exergue le fait que l'anesthésie loco-régionale, finalement, c'est pas si simple à mettre en place, et qu'en fait, qu'il faut revenir sur des blocs à haute valeur ajoutée.
C'est un peu ce que nous disait Philippe pour la paroi abdominale. Et donc, les blocs à haute valeur agitée, c'est le bloc axillaire, c'est le bloc fémoral, c'est le bloc sciatique-poplité, c'est le bloc interscalénique. Tout ça, c'est des blocs qui fonctionnent, qui marchent. Et plus vous allez sélectionner ces blocs, et après, on élargit sa compétence en faisant de plus en plus de blocs, et après, il faut pouvoir implémenter ça dans un parcours de soins. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est implémenter dans un parcours de soins. Et l'implémentation et en fait j'ai regardé ça et je me disais les contraintes qu'on a avec le cathéter, c'est les mêmes que les contraintes qu'on a pour l'anesthésie loco-régionale. Et premièrement, ça vient de l'anesthésiste. C'est des compétences qui sont inadéquates. Compétences inadéquates, vous voyez, connaissances, manque de compétences, c'est-à-dire que les gens ne savent plus poser des cathéters parce qu'il n'y a plus personne qui en met, donc on ne sait plus poser des cathéters. Donc manque de conscience, manque également de conscience du bénéfice pour le patient. Vous voyez le manque de mise en pratique, le challenge pour l'autonomie. Donc c'est tout ça, c'est des compétences inadéquates ou des postures où finalement l'anesthésie se dit non mais je ne vais pas mettre de cathéter, plus personne n'en met, donc il n'y a plus d'indication d'en mettre. Et deuxièmement, il y a la pression de production et le manque de soutien chirurgical. Et ça, je voulais mettre un point, vraiment un point important. Donc ça, c'est un de nos chirurgiens d'épaule, quand je suis arrivé donc dans la structure il y a 15 ans, qui mettait des pompes à morphine sur toutes ces coiffes des rotateurs et qui me jurait que par ça, disant qu'il n'était pas embêté, etc. Donc il faut tordre le cou aux idées des chirurgiens qui sont colportés actuellement. Et en premier lieu, donc ça tombe bien, donc il y a Laurent qui avait un peu spoilé le topo. Donc avec le rôle, donc Kellett, l'équipe, donc les rois de la RAC, donc qui en 2011 ont mis au goût du jour l'infiltration périarticulaire en disant que s'il fallait faire ça. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont des niveaux de douleur tolérés qui sont très importants, qui sont aux alentours des EN supérieurs à 5 voire 6 et qui considèrent que ça n'impacte pas la récupération fonctionnelle, mais imaginez-vous avec des EN à 6 avec une prothèse totale de genou, est-ce que vous avez envie de sortir du lit pour monter les escaliers? J'en suis pas sûr. Donc pourquoi c'est faux? Je vous ai repris cette revue de la littérature qui a été faite par Patricia Lavandome et le docteur Delande, qui montrait qu'en fait, on a toujours ce problème avec la douleur post-opératoire et dans la gestion. Et on a toujours l'impression en fait, elle est sous-optimale, cette prise en charge. Et comme vous pouvez le lire, et on s'aperçoit qu'en fait les conséquences au long terme peuvent être bien plus importantes que ce qu'on le pensait initialement. Et que finalement laisser sortir ces patients en se disant, au bout de 24 heures, en se disant, bon, il rentre à la maison, point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut étudier les conséquences. Et les conséquences, c'est que la douleur est un problème tout à fait complexe, avec des mécanismes psychosociaux de vulnérabilité, de sensibilisation périphérique ou centrale, et avec des conséquences importantes, des conséquences sur la récupération fonctionnelle en termes de douleurs chroniques, des conséquences en termes de déclin fonctionnel, des conséquences psychologiques en termes de dépression, et également avec le problème d'utilisation au long cours de médicaments comme les opioïdes et comme les anti-inflammatoires et les antidépresseurs. Donc confère la crise des opioïdes aux États-Unis. Et donc tout ça pour conclure qu'il y a beau avoir eu le cathéter, il y a beau avoir eu la péridurale, il y a beau avoir eu l'APC à morphine, en fait, c'est un problème d'implémentation. Bon, c'est un problème d'implémentation et la douleur post-opératoire persistante est toujours un réel problème. Et ce qui est important, c'est la prise en charge de la trajectoire douloureuse précoce. La prise en charge de la douleur précoce, elle conditionne le pronostic fonctionnel au long cours du patient. Donc ça, c'était une étude prospective qui était partie dans le JAMA, qui montrait bien cela. Et vous aviez quand même 30% de patients qui finissent, ce que nous disait le docteur Bush,
l'autre jour, qui était entre 16 et 25% de patients qui étaient opérés de prothèses de genoux, qui développaient des douleurs chroniques. Donc c'est quand même, il faut faire attention, c'est des patients qui viennent parce qu'ils ont mal aux genoux pour se faire opérer et ne pas les rendre encore plus douloureux. Et quand on regarde les facteurs de risque de douleur chronique et de problèmes de pronostic à la douleur, on s'aperçoit que la douleur supérieure à 4 au 4e jour, à plus de 40 mm, à des EVA supérieurs à 4 pendant plus de 4 jours, vous avez une limitation vous avez une augmentation au niveau de la douleur à 6 mois, vous avez des problèmes de limitation fonctionnelle et vous avez des problèmes de récupération, de pauvre récupération fonctionnelle. Donc, tout ça pour dire que la douleur aiguë fait le lit de la douleur chronique. Et ça, va falloir qu'on reprenne les choses en main et ne pas céder au discours chirurgical qui est de dire c'est pas grave, on va faire marcher le mal. Quel intérêt pour un patient d'aller monter des escaliers à J1? Quel est l'intérêt pour ces patients-là? Et Fletcher l'avait bien montré dans cette étude, que le plus vous passerez de temps avec une douleur aiguë post-opératoire avec une EN supérieure à 4, plus vous aurez une augmentation d'incidence des douleurs modérées à sévères. Et ces douleurs-là ont également, bien sûr, un retentissement sur la qualité de vie du patient, c'est-à-dire sur la joie de vivre, sur son activité générale, sur les relations aux personnes. Donc, on ne peut pas négliger ça et il faut reprendre vraiment en compte notre boulot, il faut reprendre en main notre boulot d'anesthésiste et dans la gestion de la douleur post-opératoire parce que nous savons mieux ce qu'on peut faire, je pense à mon avis que les chirurgiens point de vue douleur. Donc là c'est juste pour vous montrer, on nous a parlé on a mis en évidence en tout cas les blocs distaux pour des problèmes de faiblesse musculaire au niveau du quadriceps. Donc ça, c'est un patient avec un cathéter fémoral. Donc vous voyez que vous pouvez très bien les faire marcher. Vous voyez qu'avec un cathéter fémoral, avec des doses d'anesthésiants locaux diminuées, le patient vous pouvez faire tout à fait le réhabiliter. Donc ce qu'on demande aux patients, c'est qu'ils puissent tranquillement aller aux toilettes les 2 premiers jours, même s'il a un cathéter, même s'il y a une petite faiblesse musculaire. C'est des choses qui se gèrent du moment où vous mettez une attelle. Donc, ce n'est pas un frein, en tout cas, à la réhabilitation de votre patient. Et quand on regarde les études électrophysiologiques, on est surpris. On est surpris parce que quand on compare le cathéter continu fémoral dans la chirurgie ligamentaire à la PCA morphine, on s'aperçoit que jambe opérée versus cathéter, évidemment, on a une différence en termes de force musculaire. On s'aperçoit que dans la PCA morphine, il y a également une différence. Et quand on compare PCA morphine, cathéter continu, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est retrouvé à J2, vous n'avez plus aucune différence en termes de force musculaire du quadriceps. Vous avez une flexion active, vous n'avez pas de différence. Et dans la distance de marche, vous n'avez pas de différence. Et en reprenant l'étude d'Albrecht qui compare bloc fémoral à infiltration périarticulaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence également sur la force musculaire du quadriceps. Et l'histoire de la faiblesse musculaire aussi, il faut reprendre, c'est l'histoire naturelle de la maladie. C'est l'histoire naturelle de la maladie, à savoir que les patients qui ont préopératoire par rapport en noir, vous avez le membre qui n'est pas opéré. En grisé, vous avez le membre
qui est opéré, et ben voyez la différence de force musculaire. On s'aperçoit qu'en préopératoire, il y a une petite différence, qu'à un mois, la force musculaire du quadriceps diminue, donc c'est pas 48 heures de bloc fémoral qui va gêner, si vous voulez, cette évolution. Et vous voyez qu'au bout de 3 mois, ça commence à peine à remonter au bout de 3 mois, et vous commencez à avoir des scores qui sont meilleurs, équivalents au préopératoire, au bout de 1 an seulement. Donc comment on peut nous expliquer que l'anesthésie locorégionale continue puisse gêner ou en tout cas interférer avec cette histoire de la maladie. Après, on nous a dit oui, mais ça fait tomber. Oui, mais ça fait tomber. Alors, donc là, je vous ai pris donc cette grosse méta-analyse de Mensoudis. C'était, je crois, c'est 170 000 patients qui étaient pris en charge pour prothèse de genou. Et en fait, il s'est amusé à regarder les patients qui tombaient, savoir quels étaient leurs facteurs de risque en analyse multivariée. Et ben, c'était les patients les plus âgés. Donc, les plus de 75 ans, vous savez que dans votre population de patients, en tout cas, et ben, plus de 75 ans, vous en avez quelques-uns. Donc, c'est peut-être une des raisons de la chute. On s'aperçoit que les hommes chutent plus que les femmes, que l'arraché-anesthésie protège des chutes, parce que les patients ne se lèvent pas. Après, vous avez les problèmes de comorbidité. Les problèmes de comorbidité avec obésité, apnée du sommeil, etc. Vous avez l'anémie. Et à aucun moment, le bloc nerveux périphérique n'est apparu et il n'est jamais associé au risque de chute. Alors on nous a dit, c'est parce qu'on a des anesthésies locorégionales continues qu'on a des chutes. Alors quand on compare infiltration périarticulaire versus bloc fémoral, ça va sur le taux de chute, on n'a pas de différence entre les deux. Et quand on compare cathéter continu canal des adducteurs versus cathéter continu au canal fémoral, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence significative. Il y aurait peut-être une petite tendance à 0,06 à 48 heures. Alors peut-être que l'étude était pas assez puissante, mais en tout cas, on ne retrouve pas de différence significative là-dessus. C'était du prospectif randomisé. Donc, et vous avez toujours moyen de mettre une attelle chez vos patients pendant 48 heures pour lui prévenir surtout qu'il ne sent pas son genou. Et vous voyez qu'en grisé, vous avez, ça c'est des patients qui avaient des neuropathies fémorales, donc des neuropathies fémorales donc définitives, et chez qui on leur mettait des attelles, et vous apercevez qu'en mettant les attelles, vous avez en noir le périmètre de marche qui gagne, grâce à l'attelle. Donc, je pense que l'anesthésie locorégionale, il faut la replacer au centre d'une médecine beaucoup plus personnalisée. Je pense qu'il faut revoir les bénéfices pour le patient. Il faut voir qui est son patient, quelle procédure je vais prendre en charge et quelles ressources j'ai à ma disposition. Alors, quels patients ? On sait qu'il y a des patients qui sont à plus grand risque de vulnérabilité de la douleur. Vous avez des patients jeunes donc ça c'est dans cette étude d'anesthésiologie qui regardait les trajectoires douloureuses. Donc les patients jeunes, donc les patients sur votre droite, les sexes féminins, les patients qui ont des scores d'anxiété beaucoup plus importants et des patients qui ont des comportements face à la douleur un peu étonnants, ces patients-là ont des trajectoires douloureuses qui sont beaucoup plus élevées. D'accord ? Donc vous avez 60% des patients qui ont des trajectoires douloureuses dans cette étude-là. 60% des patients qui ont des trajectoires douloureuses élevées à modérées, de façon modérée à élevée, pardon. Et chez ces patients-là, globalement, on s'aperçoit que si on prend en charge la trajectoire douloureuse initiale, probablement qu'on doit pouvoir changer leur trajectoire. Donc, premièrement, vous voyez vos patients
Et on peut proposer donc, à des patients avec des facteurs de risque l'anesthésie loco-régionale continue si voilà, donc on peut leur proposer ça. Deuxième chose à voir, c'est la procédure chirurgicale. La procédure chirurgicale, il faut, j'avais mis, donc discuter avec vos chirurgiens de vos techniques analgésiques pour qu'ils soient d'accord, et vous verrez commencer à remettre des cathéters, et vos chirurgiens verront la différence. Et nous, c'est les chirurgiens qui nous demandent de mettre des cathéters. Et c'est les chirurgiens qui nous demandent de pouvoir réhabiliter leurs patients avec des cathéters. Donc, et anticipez la trajectoire et servez-vous des trajectoires douloureuses et des trajectoires douloureuses anticipées. On sait que ce n'est pas les mêmes pour chaque intervention. Que vous prenez une prothèse de genou, une prothèse de hanche, une mastectomie ou une chirurgie de l'épaule, vos trajectoires douloureuses sont différentes. Et que quand on prend les chirurgies les plus douloureuses, par exemple j'ai pris l'arthroplastie de genou et l'arthroscopie d'épaule, et ben on s'aperçoit que les noènes supérieurs à 4, vous voyez que leur profil, leur trajectoire douloureuse, c'est pas 24 heures, puis j'ai plus mal, quoi. Les ressources. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter et il faut anticiper tout ça. Il faut travailler dans un cadre multidisciplinaire, avoir l'aide des copains éventuellement pour mettre en charge, pour que ça soit une dynamique d'équipe, pour mettre en charge cette anesthésie loco-régionale continue. Éduquer, ça implique éduquer, faites rentrer la culture de l'anesthésie loco-régionale dans vos établissements, éduquer les infirmières au bloc moteur, au bloc sensitif. Et après, essayer de protocoliser les choses, voilà, pour minimiser les disparités entre anesthésistes, qui n'est pas un anesthésiste qui dit « oui, mais moi je ne crois pas en cathéter, etc. » Donc, c'est des choses qui se travaillent en amont et après on décide de mettre en place tout ça. Et une fois, donc, et je finis avec cette belle image d'un joli paresseux, donc, qui va faire de la médecine personnalisée et vous devez remettre les cathéters au centre de vos prises en charge pour passer du bon côté, pour refaire pencher la balance du bon côté. Je vous remercie. Merci Philippe. Ouais, c'est vrai que je t'avais un peu spolié, mais c'est toi qui m'avais passé cette étude la première fois, que je utilise maintenant partout. Qui utilise des cathéters de façon régulière? On est peut-être un petit 50%. Hein? Non, voilà quoi. Donc, j'espère qu'il vous a convaincu. En fait, ça ne veut pas dire qu'on en met à tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'au début des cathéters, on les voyait arriver et mettre sur tous les patients. Donc, il faut que vous évaluez chez vous, pour chaque type d'intervention, si vous avez besoin ou pas de prolonger l'analgésie au-delà de 24 heures. La question, elle est simple. Donc, si vous en avez besoin, il faut mettre un cathéter parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'en avez pas besoin, effectivement, vous pouvez rester sur des injections uniques. Voilà, une question. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez du côté infectieux. En fait, on s'est fait lapider par les chirurgiens dès qu'on mettait des cathéters dans pas mal d'établissements parce que, soi-disant, c'était une porte d'entrée infectieuse. Je ne vous cache pas que j'ai pas mal baroudé. C'est clair que le cathé prolonge l'effet analgésique intuitivement et logiquement. Moi, j'ai vu des patients qui étaient opérés à Marseille, après une prothèse totale de genou, qui me disaient qu'ils n'avaient jamais eu mal. Du coup, on se sent vraiment nul, hein, parce que forcément, quand on fait un one-shot, on arrive parfois à passer la première nuit, mais tôt ou tard, au bout de 24 à 48 heures, la douleur revient, et à ce moment-là, on a le bec dans l'eau. Et c'est clair que quand on envoie les patients à la maison, hein, qu'on fait du sport prothèse de genou ambulatoire, eh ben, on ne voit pas les douleurs. On ne les voit pas. Et surtout, on ne voit pas la réaction inflammatoire, le genou induré, le pic de température. Pour moi, le juste milieu entre le patient qui rentre et puis qui sort, et puis les 5 à 10 jours d'hospitalisation, c'est quand même au moins 48 heures d'hospitalisation. Mais j'attends votre avis sur le côté complications infectieuses. Alors sur le côté complications, donc ça a été bien décrit. Il y avait une grosse revue de Nicoletti là, en 2016 qui avait repris. Le risque infectieux est très faible. Hein. Il est très faible, il est de moins de 1% des cas. Alors c'est assez étonnant parce que c'est des discours chirurgicaux, c'est les mêmes chirurgiens.
qui ont mis des cathéters dans leurs articulations pour prolonger, pour faire des LIA et pour prolonger l'effet des LIA dans les articulations et que ça ne dérange pas de laisser des cathéters. Donc je pense que c'est un faux problème et en tout cas le risque infectieux, en tout cas c'est des choses qui se gèrent, qui peuvent arriver. Sur l'étude qu'on avait faite, c'est 300 patients randomisés, prospectifs, on n'avait eu aucun problème infectieux de signaler. Le tout, c'est de vous habiller de façon stérile, de faire les choses convenablement, et vous n'avez pas plus de risque infectieux. Et si jamais il devait y avoir un problème infectieux, ben vous faites faire une échographie, voir s'il n'y a pas un abcès ou quelque chose, éventuellement une antibiothérapie. Mais même juste pour finir, donc ils avaient regardé ce risque infectieux sur des cathéters qui étaient posés pendant de très très longues durées, pendant plus de 3 semaines. Vous avez des patients qui peuvent rester 3 semaines, un mois avec des cathéters pour des histoires de douleurs chroniques notamment. Et ben, c'est des patients, on sait que le risque infectieux, il est aux alentours de 95% au bout de 5 jours. Vous avez moins de 4% de risque infectieux au bout de 4 jours. Donc on est assez tranquille à ce niveau-là, c'est pas le problème. Pour répondre sur l'aspect infectieux, moi je travaille en Charente, on a eu la chance d'avoir le réseau SOS Douleur Domicile avec lequel on a travaillé pendant de longues années à mettre des cathéters sur des années, des mois, des gens qui avaient des ischémies, des gens douloureux chroniques. Donc on a un énorme collectif de patients. On sait que les cathéters, même au bout de plusieurs mois, il y a des infections, mais ça reste très marginal. Donc là, je pense qu'on peut être tranquille là-dessus. J'avais une question ou une remarque pour... parce que moi, dans mon établissement, on était d'une culture cathéter très très développée. On mettait les cathéters à la maison avec SOS douleur sur les épaules, sur les genoux, etc. Et on est passé d'une culture cathéter à une culture infiltration. Et en fait, quand je revois la littérature que tu présentes, j'ai quand même l'impression que finalement, la littérature, elle suit un peu l'évolution de la société, qu'elle soit au niveau économique, au niveau... on doit faire sortir les patients, etc. Et bizarrement, on trouve que finalement, l'infiltration, les techniques très distales, c'est ce qu'on se met tous à faire. Et comment on peut lutter pour essayer de peut-être revenir à... une structure de soins qui nous permette de faire ça au quotidien, parce que moi aujourd'hui je ne sais plus comment faire, hein. Je t'avoue mon désarroi, je partage ton opinion, mais je ne sais plus comment faire. Philippe tout à l'heure qui disait que pour la péridurale, c'est-à-dire à force de moins en faire, il y a une perte de savoir-faire, quoi. Mais je pense qu'à un moment il va falloir qu'on reprenne la main, qu'il va falloir reprendre la main sur les choses et refaire des choses qui fonctionnent. On sait que c'est des choses qui fonctionnent bien et pas céder aux sirènes. Donc je comprends aux États-Unis quand Arthur nous disait il rentre à la maison, etc. C'est sûr que s'ils reviennent à l'hôpital, c'est $10 000, quoi. Donc comme disait à côté mon voisin. Donc je pense qu'il faut vraiment reprendre la main sur la prise en charge analgésique. J'en suis persuadé. Pour revenir juste sur le côté infectieux, ça ne gêne pas non plus les chirurgiens quelquefois de faire 3, 4, 5, 6 adjuvants dans l'infiltration opératoire, c'est-à-dire avec un risque inhérent en fait, à pomper plusieurs ampoules au dernier moment par rapport au cathé. Je vous laisse juste de ça. La deuxième chose, c'est que en fait, vos structures ce prise en charge des cathéters nécessite ce que vous avez mis en place partout. En fait, c'est en fait un suivi, une médicalisation minimale, en tout cas à domicile, avec un retour d'information grâce à vos pompes et au système d'interrogation à distance. Ouais. Oui, sachant qu'on ne fait pas toutes nos prothèses en ambulatoire. Hein. On doit en faire entre 40% à peu près de nos prothèses de genoux en ambulatoire. Et le reste, c'est des patients qui sont hospitalisés, donc ça ne change rien. Il faut savoir que l'ASFAR a mis en place un cahier de charges pour les prestataires, qu'on a fait en sorte qu'il y ait une cotation infirmière pour que les infirmières soient payées à surveiller les patients au niveau national. C'est important à dire, oui. Voilà. Et les prestataires aussi sont payés pour ça. Et donc, c'est un peu de travail au départ,
Et c'est ce que je disais au début, c'est remettre la culture de l'ALR dans vos établissements, quoi. Et reformer les gens à ça. Oui, qu'en est-il des anesthésiques locaux à libération prolongée? On en a parlé un moment, on n'en entend plus parler. Est-ce que c'est abandonné? Est-ce que c'est mort? Est-ce que... je crois que tu as répondu à la question. On n'entend plus parler. Voilà, donc... je sais qu'il y a de la recherche là-dessus. Il y a la bupivacaïne, le seul, donc c'est l'Exparel, hein, peut-être aux États-Unis. L'Exparel est disponible uniquement aux États-Unis. Et je crois que quasiment tous les gens qui l'utilisaient l'ont abandonné parce qu'on voit que ça prolonge l'analgésie pendant 3-4 heures peut-être. Voilà, c'est pas 3 jours. Et ça coûte, très cher. Si on revient toujours à l'argent, une dose d'Exparel pour une infiltration, c'est $600. La dose pour un bloc, c'est 300. Et donc, le calcul est vite fait. Les gens se disent, bon, on va gagner 3 heures et on va dépenser une somme conséquente. Donc, je crois que je suis surpris que la compagnie n'ait pas encore fait faillite. Mais je sais qu'il y a d'autres médicaments qui sont en train d'arriver, qui vont peut-être tenir cette promesse d'être actifs pendant 3 jours ou 5 jours. Et là, ça peut changer effectivement la donnée. Mais après, il faut faire attention, il ne faut pas se... pour l'instant, ce n'est qu'une chimère, quoi. Et c'est pas en attendant que ce produit arrive, etc. On attend, mais on fabrique des douloureux, quoi. Des douloureux chroniques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses qui marchent. Donc il y a la recherche effectivement là-dessus, j'en ai entendu parler par plusieurs personnes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, quoi. Même si pour le moment, ça va arriver. Je ne sais pas, il y a une... Alors, quelqu'un qui monte en haut, mais alors allez-y. C'est du 2 mg par millilitre. C'est de la Ropideux. Donc 2 mg. Donc nous, on fait des PCEA. On fait des 2 mg par millilitre avec des bolus de 2 mg, des interdictions de 15 minutes pour nos prothèses de genoux. Et si ce n'est pas suffisant, après on fait du 5-5-30, 40 ml toutes les 4 heures. C'est un basal, un petit basal avec des bolus. Alors. En basal, on fait du 2 CCR et avec des bolus de 2. Et voilà. Et si jamais le patient a mal, on monte, on fait des 5-5-30. Alors une dernière remarque, Bertrand. Oui, c'est pour revenir sur le début de ton propos, Philippe. En 2000, il y avait le congrès mondial d'anesthésie qui se déroulait à Montréal. Et dans ma curiosité habituelle, je suis allé visiter l'hôpital. Le Canada était à ce moment-là dans une pénurie majeure. Les anesthésistes n'étaient cantonnés qu'au bloc et à la salle de réveil. Les consultations préopératoires étant faites par les médecins généralistes agréés. Et quand le patient franchissait le seuil de la salle de réveil, il redevenait le patient du chirurgien. Donc ça a eu 2 conséquences immédiates. La première, c'est que les chirurgiens sont devenus les hémovigilants. Les hémostases péropératoires ont été minutieusement réalisées. Le deuxième, c'est la gestion de la douleur, justement. Et donc, c'est les chirurgiens qui sont devenus demandeurs d'analgésie correcte pour gérer le péri et le post-opératoire. Parce que quand ils disaient pas de cathéter et que vous les mettez à la morphine, c'est le chirurgien qu'on appelait pour les vomissements. Et ça a transformé leur position. Et ils étaient très pour la pose de cathéter dès cette époque-là, à cause de ça. Je suis tout à fait d'accord que les opioïdes ont beaucoup d'effets secondaires et qu'on se retrouve avec des rétentions avec une urine, des nausées, des vomissements qui sont beaucoup plus pénibles à gérer qu'un cathéter à domicile, quoi. Ou un cathéter à l'hôpital d'ailleurs.